Conflit intercommunautaire Teke-Yaka, les deux communautés ont finalement accepté de faire la paix sous les bons offices du ministre de l'Intérieur. Vers la libération des détenus sans dossier pour désengorger la prison centrale de Makala, c'est le premier président de la Cour des cassations, Eli Léon Lomba, qui l'a annoncé. Le Togo a adopté hier une nouvelle constitution qui le fait basculer en régie parlementaire à moins d'un mois de prochaines élections législatives et régionales. Madame, Monsieur, merci de nous choisir pour vous informer. On ouvre avec les travaux de la commission ad hoc mise en place par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières pour résoudre les conflits entre les communautés Teke et Yaka qui se sont clôturées. Sous les bons offices du VPM de l'intérieur, les Teke et les Yaka ont finalement accepté de faire la paix. Ces assises qui ont duré 3 jours ont réuni près de 200 personnes, parmi lesquelles les chefs coutumiers Teke et Yaka, ainsi que les notables de ces deux communautés, les représentants de la présidence de la République, les experts de la vice-primature, de l'intérieur, ainsi que les représentants des provinces affectées par ce conflit. Après moult discussions, les deux communautés ont accepté de cesser les hostilités et de reprendre leur cohabitation. Ils ont pour cela adopté les résolutions contenues dans un document intitulé « Acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa et Congo central ». Cette étape a été précédée de l'adoption d'un rapport qui a repris les recommandations des deux parties après leurs amendements. Ce document a été élaboré à partir des cahiers des charges que le peuple Teke et Yaka ont présenté au vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité le premier jour du dialogue. Sur 22 recommandations, 4 seulement ont été amendées avant l'adoption du rapport final. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité s'est dit satisfait de l'aboutissement heureux de ce dialogue et il en a remercié tous les participants. Aujourd'hui, nous venons d'adopter des documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les deux parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamut, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix public a été troublé. À la fin des discussions, les deux communautés se sont serrées la main en présence du patron de la territoriale en RDC. Il s'y est dénoté que la primeur du contenu de l'accord trouvé est réservée au chef de l'État et les deux parties concernées procéderont à la signature du document devant lui dans les prochains jours. Les localités de Café et Mbodi, situées sur les littorales du lac Albert en province de l'Ituri, jadis sous occupation des rebelles de groupes armés Codeco et Zaïre, sont désormais passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Détail dans ce reportage. Ce que vous devez savoir, les forces armées de la République démocratique du Congo, en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Lubo Yanka Chamadjoni, contrôlent totalement les localités de Café, Mbongi, Nyamamba et ses environs à l'issue des opérations qui ont été lancées, tolérance zéro contre les groupes armés qui s'affrontent dans cette partie de la République au bord du lac Albert. Ces milices d'identité communautaire qui insécurisaient cette partie de la République, d'une part le Zaïre, d'autre part les Codeco, tous ont pris la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. Pour le moment, les forces armées contrôlent et continuent à ratisser tout au long du lac Albert pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix au bord du lac Albert. À la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à faire confiance à son armée et à se désolidariser de toutes formes et de toutes milices à l'identité communautaire. Car aucune milice ici d'une communauté peut prétendre de protéger
sa communauté et peut prétendre protéger la population qui habite dans sa communauté. Que c'est l'armée qui peut protéger sa population et défendre jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments de forces armées de continuer à mener à bien ces opérations baptisées Tolérance zéro au bord du lac Albert. Tous les détenteurs illégaux d'armes seront poursuivis, traqués, chassés jusqu'à leur neutralisation finale. Et voilà l'objectif ultime que nous nous sommes assignés parce qu'aucune zone en province de l'Ituri peut constituer les terrains des affrontements à notre présence. Nous allons les détruire méchamment. L'insécurité grandissante dans la partie est de la RDC était au centre de l'intervention du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Christophe Lutundula avait aussi abordé la question portant sur les milliers de morts et des déplacés, la reconnaissance du génocide congolais par la communauté internationale, interrogé même sur cette situation qui empêche la RDC de convaincre la communauté internationale comme l'a fait le Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères a estimé que le contexte n'est pas le même. Nous vous proposons de suivre un extrait choisi par Benjamin Moudiata. Il faut le reconnaître. Mais les informations que nous avons, la SAMI se met en soutien de la RDC. Demandez les militaires qui sont là, ils vont vous dire. Le nombre encore réduit des troupes de la SAMI RDC, ces troupes-là sont mises à contribution. Et dans les jours à venir, lisez le communiqué. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas comme ceux qui sont arrivés ici, l'EAC, excusez, monsieur le ministre, parce qu'il a parlé de l'EAC, qui commence dès le début, on vous dit, dès qu'on atterrit à Goma, déjà, nous ne sommes pas venus nous battre. Est-ce que je mens? Non, nous sommes venus pour être une force tampon. C'est ce qu'on nous a dit dès le départ. Alors que ça n'a jamais été mentionné. Et on a commencé à faire des négociations avec l'M23. Samy, DRC, ne fait pas cet exercice-là. Ayez confiance. Et en justice, le premier président de la Cour de cassation, Eli Léon Ndomba, a lancé un appel hier lundi à la libération des détenus sans dossier pour désengorger la prison centrale de Makala. C'est après une descente effectuée sur place suite aux révélations faites par le journaliste Stani Boujakira libéré la semaine dernière. Circulation routière à Kinshasa, la police déplore les trafics d'influence chez certains inciviques sur la voie publique, une pratique qui cause des embouteillages. Le commissaire provincial de la police, Blaise Kilimbalimba, était sur le terrain pour traquer justement ceux qui ne se conforment pas aux lois de la route. Au-delà d'être commandant de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police, Blaise Kilimbalimba, est aussi commandant de roulage de la capitale congolaise. Nous sommes sur les boulevards du 30 juin, les heures de pointe, et les constats est qu'il n'y a pas d'embouteillage. C'est plutôt le trafic d'influence, l'incivisme, qui est à la base de mauvaise conduite, ce qui gêne la liberté de la circulation. 6 heures que nous sommes là. Vous voyez qu'il n'y a pas d'embouteillage, ça roule. Il est 7h30, heure de pointe, les gens vont au travail. Mais ça doit rouler à 40-50 à l'heure, c'est normal. Est-ce que c'est ça qu'il faut appeler la nouvelle technologie? Les gens que vous voyez là, c'est une équipe qui va venir nous aider à surveiller bien la route. Comme ça, nous savons donner les ordres avant que ça perturbe. Donc, le problème, c'est le comportement des uns et des autres. Sur la voie publique, tout le monde est soumis au code de la route. Tout le monde. Sur place, plusieurs véhicules sont interpellés par lui-même et amenés au commissariat provincial de la police. Ici, les agents de la police sont instruits pour interpeller tout celui qui se comportera mal sur la voie publique, car la loi doit être respectée par tous. Les députés provinciaux de Kinshasa ont sillonné certains carrefours de la ville pour une meilleure appropriation des enjeux de refondation de la capitale en perspective de revêtir celle-ci de sa robe d'antan et lui redonner son identité de kin label, et ceci à travers un cahier de charges qui vont présenter comme condition à figurer dans les actions urgentes du prochain gouverneur. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la série d'itinérance à concerner le commune de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Cette série d'itinérance, déjà entamée par les élus provinciaux de Kinshasa,
traduit leur volonté de donner la meilleure image de la ville de Kinshasa pour les 5 prochaines années. Lors de cette ronde, accompagnés de la presse, les élus ont manifesté leur volonté de travailler d'arrache-pied avec le média pour une meilleure couverture des élus. Pour Jésus Noël Cheke, l'idée est de parler d'une même voix et de trouver des solutions ensemble. L'objectif poursuivi, c'est à l'unisson de tous les députés provinciaux de Kinshasa, ensemble de pouvoir mettre en place cette dynamique qui permet de faire un constat aussi bien de la voirie, de la salubrité, de la sécurité et de tous les maux qui rongent nos 24 communes. L'objectif étant de parler d'une même voix, la voix de tous les élus de Kinshasa, pour que nous puissions arriver à mettre en place un cahier des charges qui va constituer la Bible des urgences du prochain gouverneur ou du prochain gouvernement provincial. Parce que nous voulons faire les choses autrement. Rappelons que c'est depuis samedi 16 mars que les élus provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont commencé la série d'itinérance par la commune de Mongafula et celle de Matete, avec la détermination des élus de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour qu'elle puisse revêtir sa plus belle robe. La sortie du gouvernement central est très attendue par la population congolaise. Un nouveau gouvernement serait la clé pour une amélioration des conditions de vie et le bon fonctionnement de certains secteurs, notamment sécuritaires et sociaux. Cependant, la sortie de ce gouvernement traîne à venir et dans les rues de Kinshasa, on commence à trouver cette attente un peu longue. Pour l'amélioration du social et le maintien de la sécurité en République démocratique du Congo, la population compte sur un nouveau gouvernement. Mais voilà bientôt 3 mois depuis la prestation des serments du président de la République que le pays fonctionne avec un gouvernement démissionnaire. Une situation qui bloque le bon fonctionnement de certains secteurs de la vie publique et sociale. Pour certains habitants de Kinshasa, la sortie du gouvernement apportera un réel changement aux défis qui s'imposent et contribuera à la bonne marche de la vie en société. Tout le monde en parle dans le pays et exige la sortie du gouvernement, mais ça prend beaucoup de temps. Nous sommes en attente que le gouvernement puisse sortir afin que nous voyions quelle bonne initiative ils vont nous proposer. Mais puisque ça dure, pour le Congolais, ça signifie que les choses ne marchent pas comme il se doit. Selon la Constitution, le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale. Après la période post-électorale, entre la rentrée parlementaire et la mise en place du bureau provisoire, un temps considérable s'écoule, entre 3 et 5 mois. Un temps qui empêche la mise en place des nouveaux gouvernements. Pour Patrice, il faut revoir les lois de la République afin d'écourter la durée d'attente d'un nouveau gouvernement. Vous constatez que jusqu'à présent, même les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Je ne sais pas si vous en êtes au courant. Il faut qu'ils réfléchissent pour élaborer de bonnes lois à même de courter les temps de la sortie du nouveau gouvernement. Un avis qui ne partage pas Ekongo Serge, un autre habitant de Kinshasa. Il estime que la sélection des membres du gouvernement doit se faire minutieusement et non dans la précipitation pour éviter de placer au gouvernement des délinquants. Fachi est en train de chercher ceux qui feront les choses selon sa vision des choses. Des pièces rares qui ont l'expertise et la compétence. Ceux qui ne sont pas avares et corruptibles. Ceux-là qui aiment le pays. Ce sont ceux-là, même si on nomme 40 ministres, mais qu'ils soient de patriotes et qui ne vont pas puiser dans les caisses de l'État. Afin de préparer ce nouvel exécutif, le président de la République a nommé il y a un mois un informateur pour identifier la majorité parlementaire. C'est de cette majorité que sortira le prochain Premier ministre et le membre du gouvernement. L'informateur, qui est en train de boucler ses consultations, va incessamment remettre son rapport au chef de l'État pour la nomination d'informateur du gouvernement.
Et les collectifs des enseignants impayés depuis plusieurs années dans la province du Kassai-Oriental réclament leurs arriérés de salaire. Ils ont rencontré le maire de la ville de Mbuji-Mayi pour solliciter en vain l'organisation d'une marche de colère afin de faire entendre leur voix. Ces instituteurs veulent protester contre les non-paiements depuis près de 10 ans des enseignants de près de 80 établissements de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Mbuji-Mayi 2. Plusieurs sources affirment que le premier recensement de ces enseignants ordonné par le chef de l'État n'a permis qu'à payer qu'un petit nombre des enseignants de la ville de Mbuji-Mayi. Un deuxième recensement a permis à payer des enseignants de certains territoires, ceux de la ville de Mbuji-Mayi et de certaines écoles nouvellement construites en préfabriqué, alors que les enseignants de la commune de Bipemba restent impayés. Dans certaines écoles de Bipemba, les enseignants impayés ont abandonné l'enseignement pour aller travailler dans d'autres secteurs afin de survivre avec leurs familles. Les collectifs des enseignants de Mbuji-Mayi appellent l'État congolais à s'impliquer davantage dans cette affaire afin que ces enseignants soient payés. Les directeurs provinciaux des services de contrôle et de la paie des enseignants du Kassai-Oriental encouragent les collectifs des enseignants non payés à mener des démarches pour obtenir des arrêtés authentiques de leurs écoles. La sous-division de l'EPST Mbuji-Mayi 2 compte environ 200 écoles, parmi lesquelles figurent près de 70 établissements privés. Le paiement des enseignants est une nécessité pour assurer une éducation digne et efficace des futurs cadres du pays. Et dans peu de temps, la direction des recettes du Lualaba aura son propre bâtiment. Sous l'impulsion du président Tshisekedi, la gouverneure intérimaire de la province avait initié les travaux de construction de cet immeuble moderne dont les travaux cheminent déjà à sa fin. Le souci de l'exécutif provincial est de doter les personnels de ce service générateur de recettes de la province Gold Batifère d'un cadre plus confortable. C'est un bâtiment intelligent de 4 niveaux plus rez-de-chaussée qui est sorti de terre dans la ville de Kolosi. Il est destiné à servir de siège de la direction provinciale des recettes du Lualaba, d'Erlo. Les travaux ont atteint la dernière phase. Les ouvriers procèdent à la mise de la peinture, des installations électriques et la pose des climatiseurs. D'autres font déjà le crépissage et la plomberie. Les travaux se font de jour comme de nuit afin de mettre à la disposition du gouvernement lualabais dans le délai cet immeuble moderne qui fera la fierté de la province cobaltifère. La régie financière provinciale du Lualaba évolue actuellement dans les locaux de location, ce qui pèse énormément au trésor de la province. En initiant ce projet, l'honorable Marie-Thérèse Masuka Saini a résolu de mettre le personnel de ce service générateur des recettes d'un cadre moderne pouvant leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien de tous. Et dans le reste du continent, les députés togolais ont adopté hier une nouvelle constitution selon laquelle le président sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Jusqu'à présent, le mandat du président Faure Gnassingbé, élu au suffrage direct, était de 5 ans renouvelables une fois. C'est ce lundi 25 mars 2024 dans la soirée que les députés du Togo ont adopté une nouvelle constitution changeant l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire, donnant le pouvoir au Parlement d'élire le président de la République. Désormais, le président sera choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. D'après le nouveau texte, lui à l'Assemblée nationale est validé avec 89 voix pour une contre et une abstention. À ce stade, aucune date n'a été précisée pour l'entrée en vigueur de ces textes. Jusqu'alors, le mandat du président togolais élu au suffrage direct était de 5 ans renouvelable une fois. Le changement de constitution proposé par un groupe de députés en majorité de l'Union pour la République a été adopté à la quasi-unanimité puisque l'opposition qui avait boycotté les derniers scrutins législatifs de 2018 et dénoncé des irrégularités dans le recensement électoral est très faiblement représentée à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle constitution introduit également un poste de président du Conseil de ministres ayant la pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement et d'être tenu responsable en conséquence.
Le président du Conseil des ministres et les chefs du parti ou le chef des files de la coalition du parti majoritaire à l'issue des élections législatives. Il est désigné pour un mandat de 6 ans selon les textes. Ce nouveau texte doit acter l'entrée du Togo dans sa 5e république, le dernier grand changement constitutionnel remontant à 1992. Elle intervient à moins d'un mois des prochaines élections législatives qui doivent se tenir le 20 avril, en même temps que les élections régionales auxquelles l'opposition a annoncé sa participation. Le vainqueur de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a assuré que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. Le candidat du PASTEF de l'opposant Ousmane Sonko l'a dit lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de sa victoire, un jour après le dépouillement des bulletins de vote. Le candidat du pouvoir a reconnu sa défaite. Il a par ailleurs salué la victoire de l'opposition. On écoute le président élu. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société, que notre projet de société a suscité, et donner corps à ses aspirations. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. En sport, les supporters du tout-puissant Mazembe étaient en réunion dans leur stade pour préparer le match du samedi prochain contre Petro d'Angola, comptant pour les quarts demi-finales aller de la Ligue des Champions. Ils ont demandé l'accompagnement du gouvernement. Ils étaient nombreux, les fanatiques du TP Mazembe, à se retrouver dans leur stade de la Kamalondo ce lundi 25 mars 2024. Il s'est agi d'une rencontre de mobilisation générale de troupes en vue de bien préparer le match des quarts de finale aller de la Ligue des champions africaine prévu le samedi prochain à Lubumbashi contre les Angolais des Petro de Luanda. Rencontre à laquelle ont pris part les membres du comité sportif ainsi que les anciens joueurs du club venus apporter un message de réconfort à l'équipe de Moïse Katumbi. Des différents speeches prononcés, l'on retiendra l'appel au soutien le jour du match de la part du peuple congolais dans son ensemble, vu que Mazembe est l'ambassadeur de la RDC en Afrique, et également le soutien du gouvernement congolais, comme l'explique l'ancien capitaine de Corbeau, Mputu Trésor. Depuis 3 ans, gouvernement qui par équipe l'a sauté. Vita, Imamana, Samabane, Bazazora, Oeseki, Bazazora, quand la mission de combattre, nous avons se sentir la bande. On dit que la nation n'a pas monté. Il y a un lélo le bâti, ça va faire sa parole. Il a Mazembe Petro de Luanda, c'est pour les samedi 30 mars prochain. Mazembe Petro de Luanda, c'est pour les samedi 30 mars prochain. Et l'attention monte petit à petit à Kamalondo. Place au rappel des titres à présent. Conflit intercommunautaire Tekeyaka, les deux communautés ont finalement accepté de faire la paix sous les bons offices du ministre de l'Intérieur. Vers la libération des détenus sans dossier pour désengorger la prison centrale de Makala, c'est le premier président de la Cour de cassation, Eli Léon Ndomba, qui l'a annoncé. Le Togo a adopté une nouvelle constitution qui le fait basculer en régime parlementaire à moins d'un mois des prochaines élections législatives et régionales.
Dans un instant, on va prendre la revue de presse. Héritier Tamboa va nous rejoindre sur l'autre côté du plateau. Bienvenue. Merci beaucoup Bédrine, bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre votre revue de presse avec ce sujet, défi de l'édification d'une classe moyenne en RDC. Jean-Emembi Mbondo Shabanza estime que c'est un impératif pour l'équité sociale et l'avenir du pays. Eh bien, c'est une réflexion que nous retrouvons à la 11e page du média La Prospérité, une réflexion de Jean-Emembi Mbondo Shabanza, vice-président fédéral et représentant adjoint de l'UDPS en charge de politique et diplomatie, Fédération des États-Unis d'Amérique. À l'entame de cet article des presses, Jean-Emembi Mbondo, au cadre de l'UDPS, note que la RDC est un pays riche en ressources naturelles, Bédrine. Pourtant, ses travailleurs et fonctionnaires endurent depuis des décennies une situation précaire, marquée par des conditions de travail indignes, de salaires insuffisants et une absence criante de protection sociale. Il ajoute que lorsque l'on compare la situation des travailleurs congolais et celle d'autres nations d'Afrique centrale également riches en ressources, on constate des disparités frappantes. Par exemple, le Congo-Brazzaville et le Gabon, tous deux riches en ressources naturelles comme la RDC, mais ils ont mis en place des politiques visant à diversifier leur économie et à promouvoir les développements socio-économiques. Et pour y arriver, il est impératif que de mesures concrètes soient prises justement pour améliorer la sécurité des travailleurs en RDC. Absolument. Jean-Emembi Mbondo renseigne que cela comprend des efforts, Bédrine, pour renforcer les réglementations du travail, mettre en œuvre des normes de sécurité plus strictes, fournir une formation adéquate aux travailleurs sur les pratiques de sécurité et garantir l'accès à des équipements de protection individuelle appropriés sur les lieux de travail. En résumé, l'acteur politique Jean-Emembi Mbondo Shabanza note que le creusement de l'écart entre riches et pauvres est un problème complexe qui résulte de multiples facteurs, revenus et de richesses, l'accès inégal aux opportunités économiques, les dualismes du marché du travail, les politiques publiques et la réglementation, ainsi que les effets sur la croissance économique et la stabilité sociale. Cet acteur politique estime par ailleurs qu'une approche holistique et multidimensionnelle est nécessaire pour atténuer ces inégalités et promouvoir un développement économique plus équitable et durable. Et on termine avec ce sujet qui fait la une de médias dans le continent. Le Togo se dote d'une nouvelle constitution et passe à un régime parlementaire. Affirmatif, Bédrine. C'est d'ailleurs le titre que nous retrouvons à la une du média France 24. D'après le nouveau texte lu à l'Assemblée nationale et validé avec 89 voix pour, une contre et une abstention. Le président au Togo sera désormais choisi sans débat par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. France 24 rapporte que les changements de la Constitution proposés par un groupe de députés en majorité de l'Union pour la République a été adopté à la quasi-unanimité puisque l'opposition qui avait boycotté les derniers scrutins législatifs de 2018 est très faiblement représentée à l'Assemblée nationale. De son côté, le média Le Monde mentionne le Togo adopte une nouvelle constitution qui les fait basculer en régime parlementaire. Ce média renseigne que ce nouveau texte doit acter l'entrée du Togo dans sa 5e République. Le dernier grand changement constitutionnel dans ces pays remonte de 1992, Bédrine. Le Monde précise qu'il survient à moins d'un mois de prochaines élections législatives qui doivent se tenir le 20 avril de cette même année. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Bédrine King. Merci Héritier Tamboa pour toutes ces informations. Je vous en prie. C'en est également fini avec cette édition. Restez avec nous pour plus d'informations.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.